femme a appelé de son voyage, « Chérie, je m'ennuie, les enfants me manquent déjà. » J'ai répondu, « Ne t'inquiète pas, ils t'ont vu embrasser quelqu'un et sont furieux. » Elle est rentrée en courant à la maison, mais il était trop tard. Il y a des moments où vous sentez que quelque chose ne va pas, même sans la moindre preuve. J'ai ignoré ce sentiment. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'agir sur un coup de tête. En quelques secondes, tout ce en quoi je croyais concernant mon mariage a commencé à s'effondrer. Il n'y a eu ni cri, ni scandale. Juste du silence. Un silence trop lourd pour être réparé ensuite. 20 ans. Voilà combien de temps nous étions mariés. 20 ans à construire quelque chose que je croyais inébranlable. Nous nous sommes rencontrés à 23 ans. Deux jeunes qui ne savaient rien de la vie, si ce n'est que nous voulions l'affronter ensemble. Elle avait un rire qui pouvait remplir une pièce. Une façon de me regarder comme si j'étais la seule personne qui comptait. Je suis tombé follement amoureux. Nous sommes tous les deux tombés amoureux. Le mariage est venu vite. 6 mois après notre rencontre. Tout le monde disait que nous allions trop vite, que nous étions trop jeunes, que nous ne savions pas ce que nous faisions. Mais nous nous en fichions. Nous étions amoureux, et cela semblait suffire. Puis sont venus les enfants. D'abord notre fils, aujourd'hui âgé de 17 ans, grand et silencieux comme moi. Puis notre fille, de 15 ans, au caractère bien trempé et farouchement protectrice envers ce qu'elle aime. Ils étaient tout pour nous. Et je me suis tué au travail pour leur offrir le meilleur aussi. J'ai gravi les échelons dans l'entreprise, enchaîné des semaines de 60 heures, manqué des matchs de foot et des récitals de danse parce qu'il fallait bien payer la maison de 4 chambres en banlieue, les frais de scolarité de l'école privée, les vacances en famille à Disney et à la plage. Je voulais qu'ils aient ce que je n'avais pas eu en grandissant. Stabilité, confort, opportunité. Et je voulais qu'elle ait la vie qu'elle méritait. Elle n'a jamais eu à travailler un seul jour. Elle est restée à la maison, a élevé les enfants, s'est occupée de la maison. C'était notre accord. C'était notre vie. Et je pensais qu'elle était heureuse. Je pensais que nous étions heureux. Mais à un moment donné, les choses ont changé. C'était subtil au début, si subtil que je m'étais convaincu que c'était dans ma tête. Elle a arrêté de m'embrasser pour me dire au revoir le matin. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a commencé à passer plus de temps sur son téléphone. Toujours avec l'écran tourné loin de moi. Toujours rapide à verrouiller l'écran quand je passais près d'elle. Quand j'essayais de lui tenir la main, elle la retirait. Quand je suggérais un dîner romantique, elle soupirait et disait qu'elle était fatiguée. Je me disais que ce n'était qu'une phase. Le mariage devient monotone après 20 ans, non? Nous n'avions plus 23 ans. Nous avions des responsabilités, du stress, des enfants qui avaient besoin de nous. Peut-être était-elle simplement débordée. Peut-être que je ne lui accordais pas assez d'attention. Peut-être que je devais faire plus d'efforts. Alors, quand elle est venue me voir un mardi soir en disant qu'elle avait besoin d'une pause, je n'ai pas hésité. Un voyage entre copines, comme elle l'a appelé, parlant doucement alors que nous étions assis sur le canapé. Elle et quelques amis allaient dans une ville touristique à quelques heures de route pour le week-end. Elle a dit qu'elle se sentait épuisée, étouffée par la routine, qu'elle avait besoin de se reconnecter avec elle-même. Elle avait besoin d'espace pour respirer, pour se souvenir de qui elle était en dehors d'être une épouse et une mère. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi, a-t-elle dit, d'une voix douce et suppliante. Juste un week-end, s'il te plaît. Je n'ai même pas réfléchi à 2 fois. Bien sûr, lui ai-je dit. Tu devrais y aller. Tu mérites une pause. Je l'ai encouragée. Je voulais être le mari solidaire, le partenaire compréhensif qui ne la faisait pas se sentir coupable d'avoir besoin d'une pause. Je l'ai même aidé à faire ses valises jeudi soir. Ce vendredi matin-là, elle a embrassé les enfants, m'a fait un câlin rapide et est sortie par la porte avec sa valise et un sourire aux lèvres. Je suis resté planté à l'entrée du garage, à la regarder partir, me disant que c'était bon pour elle. Bon pour nous. Je n'avais aucune idée. Je regardais simplement ma femme partir pour passer le week-end avec un autre homme. Ce vendredi soir-là, je me suis assis sur le canapé avec les enfants, à faire défiler les menus de livraison, essayant de combler l'étrange sentiment de vide qui s'était installé dans la maison. Elle n'était partie que depuis quelques heures, mais quelque chose semblait ne pas aller. Déplacé. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, attendant un message qui ne venait jamais.
Les enfants ne semblaient rien remarquer. Mon fils était en haut en train de jouer avec ses amis. Ma fille était blottie à mes côtés, à moitié en train de regarder une émission de télé-réalité, à moitié en train de scroller sur son propre téléphone. Je me disais que j'étais paranoïaque. Elle allait bien. Elle était avec ses copines. Elle se ressourçait. Mais au fond, dans un endroit que je ne voulais pas admettre, je savais que quelque chose avait changé. Je ne savais juste pas encore à quel point c'était grave. Samedi a traîné en longueur. Je me suis réveillé dans un lit vide, j'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants, j'ai essayé de me distraire avec des tâches et des courses, mais mon esprit revenait sans cesse à elle. S'amusait-elle? Pensait-elle à nous? Je lui manquais, au moins. En milieu d'après-midi, les enfants s'énervaient. Ma fille était étalée sur le canapé à se plaindre de s'ennuyer. Mon fils était resté dans sa chambre toute la journée. La maison semblait trop calme, trop immobile. J'étais en train de parcourir mon téléphone pour la 100e fois quand l'idée m'a frappé. Pourquoi ne pas la surprendre? Cela semblait parfait, même romantique. Je conduirais jusqu'au resort avec les enfants, j'apporterais des fleurs, peut-être que je l'emmènerais dîner, je lui montrerais que je tenais à elle, que je pensais à elle. Peut-être que cela lui rappellerait les débuts, quand je la surprenais tout le temps. Et, ai-je appelé les enfants? Et que diriez-vous d'aller faire un tour pour voir maman? Le visage de ma fille s'est illuminé. Vraiment? Jean, la surprendre, a-t-elle demandé, enthousiaste. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, ai-je répondu. Oui. Elle va flipper de joie, a-t-elle dit, se levant déjà du canapé et courant à l'étage pour le dire à son frère. En 20 minutes, nous étions dans la voiture. Les enfants étaient surexcités, vibrant d'impatience à l'arrière. Mon fils n'arrêtait pas de plaisanter sur la façon dont elle allait être choquée. Ma fille planifiait déjà ce qu'elle dirait en la voyant. Je me sentais bien, fier même. Je faisais quelque chose d'attentionné, d'inattendu. J'étais le genre de mari qui ne prend pas sa femme pour acquise. Les 2 heures de route passèrent vite. Nous avons parlé, ri, écouté de la musique. Pour la première fois depuis des semaines, les choses semblaient normales, comme si nous étions à nouveau une famille. Nous avons pénétré dans le parking de la station balnéaire vers 17 heures. L'endroit était sophistiqué. Façade en pierre, jardin impeccable, un hall avec des baies vitrées donnant sur un lac. Je me suis garé près de l'entrée et me suis tourné vers les enfants. Là, attendez ici une seconde, leur dis-je. Laissez-moi découvrir dans quelle chambre elle est, puis nous la surprendrons. Ils ont acquiescé, toujours souriants. Je franchis les portes vitrées coulissantes menant au hall. Un doux jazz y jouait. L'éclairage était tamisé et chaleureux, conçu pour paraître intime, luxueux. J'ai balayé l'espace des yeux, cherchant la réception, quand je l'ai vue. Elle se tenait près du bar avec un homme. Au début, je n'ai pas assimilé. Mon cerveau ne parvenait pas à donner un sens à ce que je voyais. Peut-être était-ce le mari d'une de ses amies. Peut-être qu'ils avaient tous décidé à la dernière minute d'amener leur partenaire. Peut-être. Puis elle se pencha vers lui. Son bras glissa autour de sa taille, l'attirant près de lui. Elle leva son visage vers le sien, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Et puis elle l'embrassa. Pas un baiser poli, pas un effleurement accidentel des lèvres. Un vrai baiser. Profond, familier, le genre de baiser qui naît de l'intimité, d'une histoire, de quelque chose qui va bien au-delà d'une erreur d'ivresse. Le monde s'arrêta. Je n'entendais plus la musique. Je n'entendais plus les conversations alentour. Tout ce que j'entendais était le son des battements de mon propre cœur résonnant à mes oreilles, fort et violent, comme s'il tentait de rompre ma poitrine. Mes poings se serrèrent, ma vision se rétrécit. Chaque instinct de mon corps hurlait de bouger, de traverser ce hall, de l'arracher d'elle et de le détruire, de lui faire ressentir une fraction de la douleur qui me déchirait à cet instant. J'ai fait un pas en avant. Puis j'ai entendu la voix de ma fille derrière moi. « Papa » appela-t-elle. Je me figeai. Je me tournai. Elle se tenait sur le seuil, mon fils juste derrière, et ils avaient vu. Tous les deux, leur visage disait tout. Les yeux de ma fille étaient écarquillés, se remplissant de larmes. La mâchoire de mon fils était si serrée que je pouvais voir le muscle trembler. « Papa » chuchota à nouveau ma fille, sa voix se brisant. « C'est maman. » Quelque chose en moi se brisa, non pas en fureur,
mais en quelque chose de plus froid, de plus aigu, de plus focalisé. Je pris mon téléphone, ouvris l'appareil photo et commençai à enregistrer. Mes mains étaient fermes. J'ai zoomé l'image juste assez pour capturer son visage. Son visage à lui, la façon dont leur corps s'imbriquait, la façon dont elle riait de quelque chose qu'il disait. 30 secondes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Puis je me tournai vers mes enfants. « On s'en va » dis-je calmement. Ma fille agrippa mon bras. « Papa, attends. On devrait » commença-t-elle à dire. « On s'en va. Maintenant. » Je l'interrompis. Je ne regardais pas derrière moi. Je suis sorti de ce hall la tête haute et la mâchoire serrée, mes enfants me suivant dans un silence abasourdi. Les 2 heures de retour à la maison furent les plus longues de ma vie. Ma fille pleurait doucement à l'arrière, le visage pressé contre la vitre. Mon fils regardait droit devant, ne disant rien, les mains crispées en poing sur ses genoux. J'ai serré le volant si fort que mes jointures blanchirent, mon esprit tournant à toute allure avec des images que je ne pouvais effacer. Elle, le baiser, le sourire, la naturalité de tout cela, comme si je n'existais pas, comme si 20 ans ne signifiaient rien. Lorsque nous sommes finalement rentrés dans le garage, j'ai coupé le moteur et suis resté assis un moment, à fixer la maison obscure. Puis j'ai regardé mes enfants dans le rétroviseur. Je vais entamer les démarches de divorce, ai-je dit doucement. Je ne la laisserai pas nous faire ça. Ma fille s'essuya les yeux et hocha la tête. Mon fils me regarda, sa voix basse et dure. Oh bon, dit-il. Et ce fut tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Alors que mes enfants étaient à l'étage, ma fille pleurant jusqu'à s'endormir, mon fils enfermé dans sa chambre avec ses écouteurs, je me suis assis dans le bureau de la maison, mon ordinateur portable ouvert et mon esprit en feu. Elle était toujours au resort, toujours avec lui. Elle n'avait aucune idée que je savais, aucune idée que je l'avais vu, aucune idée que le compte à rebours de sa vie confortable avait commencé. Et j'allais utiliser chaque seconde de son ignorance à mon avantage. D'abord, l'argent. J'ai accédé à nos comptes bancaires joints, ceux où j'avais versé mon salaire pendant 20 ans. Chaque centime là-dedans venait de moi. De mon travail, de mes sacrifices, de mes semaines de 60 heures et des dîners de famille que j'avais manqués. Elle n'avait pas contribué un seul centime. J'ai tout transféré, jusqu'au dernier centime, vers un nouveau compte à mon nom uniquement. Compte courant, épargne, fonds d'urgence, tout vidé. Ensuite, je me suis attaqué aux cartes de crédit. J'ai appelé chaque entreprise, je l'ai retirée en tant qu'utilisatrice autorisée, j'ai annulé chaque carte à laquelle elle avait accès. En 2 heures, elle était financièrement coupée. Si elle essayait d'acheter ne serait-ce qu'un café le dimanche matin, sa carte serait refusée. Je voulais qu'elle le ressente immédiatement. Je voulais qu'elle panique. Deuxièmement, la protection légale. Je n'allais pas faire un seul pas sans me couvrir. Dimanche matin, très tôt, avant le lever du soleil, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce qu'un collègue m'avait recommandé, connu pour être impitoyable et méticuleux. J'ai laissé un message. Il m'a rappelé en moins d'1 heure. J'ai besoin d'une consultation en urgence, lui ai-je dit. Lundi matin, à l'ouverture. Mais quelle est la situation, a-t-il demandé. Ma femme a une liaison. J'ai une preuve vidéo et je veux la garde exclusive de mes enfants, ai-je répondu. Il y a eu une pause, puis il a dit, je vous attends à 8 heures. J'ai passé le reste du dimanche à tout documenter. J'ai téléchargé la vidéo dans un dossier sécurisé sur le cloud. J'ai écrit la chronologie, quand elle était partie vendredi matin, où elle était allée, avec qui elle prétendait être. J'ai extrait nos relevés financiers montrant des années pendant lesquelles je l'avais entretenue alors qu'elle ne contribuait en rien. J'ai fait des captures d'écran de ses messages textes de vendredi matin, ceux où elle me disait qu'elle m'aimait et qu'elle allait me manquer. Chaque détail, chaque mensonge, chaque preuve dont j'aurais besoin pour l'ensevelir en justice. Dimanche après-midi, je me suis assis avec mes enfants. Nous nous sommes réunis au salon, tous les 3, et pour la première fois depuis samedi, je me suis autorisé à voir les dégâts. Les yeux de ma fille étaient gonflés et rouges. Mon fils semblait vide, comme si quelque chose d'essentiel lui avait été arraché. Je ne vais pas enjoliver les choses, j'ai commencé. Ce que vous avez vu hier était réel. Votre mère a une liaison. Elle nous a menti. Et je mets fin au mariage. La lèvre de ma fille a tremblé. Et nous, a-t-elle demandé doucement.
Je vais me battre pour la garde exclusive, lui ai-je dit. Vous ne serez pas forcé de la voir si vous ne le voulez pas. Ni d'avoir une relation avec elle. Le choix est le vôtre. Je ne veux pas la voir, a dit mon fils, sa voix monotone et froide. Plus jamais. Ma fille a hésité, puis a hoché la tête. Moi non plus. Pour l'instant, a-t-elle ajouté à voix basse. Je les ai attirés tous les deux dans un câlin. Ils se sont accrochés fermés. Pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti un but. J'allais les protéger, quel qu'en soit le prix. Tout le week-end, son téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de message. Trop occupé avec son amant pour donner des nouvelles à sa famille. Mais dimanche soir, vers 21h, mon téléphone a finalement sonné. Son nom a illuminé l'écran. Je l'ai regardé un long moment, le laissant sonner. Puis j'ai répondu. « Salut, chérie », a-t-elle dit avec entrain, sa voix joyeuse comme si de rien n'était. J'appelais juste pour prendre des nouvelles. Vous me manquez. Comment vont les enfants? Ma mâchoire s'est contractée. Je pouvais entendre le mensonge dans sa voix, le jeu. J'ai gardé mon ton calme, réfléchi. Je suis content que tu t'amuses, ai-je répondu. Parce que j'ai amené les enfants te faire une surprise hier. Silence. Et nous t'avons vu, j'ai continué. Nous t'avons vu l'embrasser. Un silence encore plus lourd. Puis, fébrile, elle a bafouillé. Attends, quoi? Non, chérie. Ce n'était pas, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais... Je l'ai filmé, les jeux interrompus. J'ai la vidéo. Les enfants l'ont vu aussi. Ils ont fini par toi. Sa voix s'est brisée. Et s'il te plaît, laisse-moi expliquer, a-t-elle supplié. Il n'y a rien à expliquer, ai-je dit froidement. J'ai annulé toutes les cartes. J'ai retiré mon argent des comptes. J'ai déjà contacté un avocat. Ne te donne pas la peine de rentrer à la maison. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sangloté, ses mots se chevauchant. Et s'il te plaît, écoute-moi. Je viens de le faire. Au revoir. J'ai raccroché. 10 secondes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des messages. J'ai ignoré les premiers. Puis j'ai ouvert. S'il te plaît, tu ne comprends pas. C'était une erreur. J'étais perdu. Ça ne voulait rien dire. Tu n'as pas vu ce que tu crois avoir vu. Ce n'était pas moi. J'ai regardé ce dernier message pendant un long moment. Puis j'ai ouvert la vidéo. J'ai appuyé sur envoyer. Sa réponse est venue 1 minute plus tard. Aucun autre message n'est arrivé après cela. Lundi matin, 8h pile. Je suis entré dans le cabinet d'avocat. L'avocat était exactement ce à quoi je m'attendais. La cinquantaine, costume impeccable, expression sérieuse. Il m'a serré la main, m'a désigné un siège et est allé droit au but. « Montrez-moi ce que vous avez », a-t-il dit. J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé la vidéo. Il l'a regardée sans expression, ses yeux concentrés. Professionnel. Quand elle s'est terminée, il s'est renversé dans son fauteuil et a hoché la tête. « C'est clair, net, indéniable », a-t-il dit. « Vous avez tout ce dont vous avez besoin. » « Et la garde, ai-je demandé. Avec cette preuve et votre contribution financière au foyer, la garde exclusive est très probable, a-t-il expliqué. Surtout si les enfants sont assez âgés pour exprimer leurs préférences au juge. Quel âge ont-ils? 17 et 15 ans, ai-je répondu. Parfait, a-t-il répondu. À ces âges, leur parole a un poids significatif. S'ils ne veulent pas la voir, le tribunal respectera cela. Un soulagement m'a envahi. À quelle vitesse pouvons-nous agir, ai-je demandé. Je vais déposer la paperasse aujourd'hui, a-t-il dit. Elle sera notifiée d'ici la fin de la semaine, mais je dois vous avertir. Il s'est penché en avant, son expression sérieuse. Elle va se battre contre ça. Elle va supplier, manipuler, peut-être même menacer. Tenez bon. Ne vous engagez pas émotionnellement. Laissez-moi m'en occuper. J'ai hoché la tête. Je suis prêt, lui ai-je dit. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine avec les enfants lorsque la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est rentrée vers 18h, l'air d'avoir traversé l'enfer.
Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il était évident qu'elle avait roulé directement depuis la station balnéaire après avoir découvert que ses cartes ne fonctionnaient pas et que ses comptes bancaires étaient vides. Nous étions tous les trois assis à la table, en train de dîner. Personne ne la regarda. « Et s'il te plaît, dit-elle, la voix tremblante. Et s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai même pas levé les yeux de mon assiette. Il n'y a rien à expliquer, dis-je d'un ton monotone. Elle fit un pas en avant. C'était une erreur. J'ai été stupide. Je ne l'aime pas. Je t'aime. J'aime cette famille, supplia-t-elle. Ma fille la regarda et, pour la première fois, je vis une véritable colère dans ses yeux. « Tu l'as embrassée, maman » dit-elle avec rudesse. « On t'a vu. » Le visage de ma femme s'effondra. Elle tenta de prendre la main de ma fille. « Ma chérie, s'il te plaît » commença-t-elle. Ma fille retira sa main. « Ne me touche pas » dit-elle froidement. Mon fils continua de manger, les yeux rivés sur son assiette, refusant même de reconnaître sa présence. Elle se tourna vers moi, désespérée maintenant. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-elle, frénétique. « Je ferai n'importe quoi. Je ferai une thérapie. Je couperai tout lien avec lui. Je veux le divorce » l'interrompis-je, ma voix de glace. « J'ai déjà entamé les démarches. Tu recevras les papiers d'ici la fin de la semaine. » Sa respiration s'arrêta. « Tu ne peux pas me prendre mes enfants » protesta-t-elle. « Ils ne te veulent pas » déclarai-je. « Demande-leur toi-même. » Elle regarda ma fille, puis mon fils. Tous deux refusèrent de croiser son regard. « Sors » dis-je calmement. « Où veux-tu que j'aille » sanglota-t-elle. « Je n'ai pas d'argent. »« Tu as tout pris. » Je me tournai enfin pour la regarder. « Mais tu aurais dû y penser avant de décider de tromper ton mari » dis-je sans détour. La franchise de mes mots la frappa de silence. Elle resta là à trembler, du mascara coulant sur son visage, semblant une étrangère. « C'est cruel » murmura-t-elle. « Non » répondis-je à voix basse. « C'est de la justice. » Elle partit cette nuit-là. J'ai su plus tard qu'elle était restée chez une amie, une de celles qui étaient du voyage. Mais en quelques jours, la rumeur s'était répandue. Le mari de l'amie avait découvert l'affaire et était furieux que sa femme l'ait facilitée. Ma femme fut de nouveau mise à la porte. Elle essaya d'appeler son amant. Il la bloqua. Il semble qu'il était là pour le frisson, pas pour les conséquences. Elle était seule. Le divorce fut prononcé 4 mois plus tard. J'obtins la garde exclusive. Le juge écouta mes enfants, entendit leur voix, leur douleur, leur choix, et jugea en ma faveur. Des visites supervisées lui furent accordées, mais seulement si les enfants consentaient à la voir. Ils ne consentirent pas. Elle perdit la maison, perdit le style de vie, perdit tout ce qu'elle avait tenu pour acquis pendant 20 ans. Comme elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, elle n'avait ni CV, ni compétences, ni expérience professionnelle. Elle atterrit dans un petit appartement à 1 heure de route, travaillant comme caissière dans un supermarché. Salaire minimum, pas d'avantages, pas de filet de sécurité. Ses amis s'éloignèrent. Sa famille fut déçue. Son amant avait disparu au moment où les choses étaient devenues sérieuses. Elle devint une leçon de morale, la femme qui jeta un bon mariage par la fenêtre pour une aventure d'un week-end. Pendant ce temps, je me concentrais sur mes enfants. Nous commençâmes une thérapie familiale. Ma fille guérit lentement, même si certaines nuits, je l'entendais encore pleurer dans sa chambre. Mon fils se plongea dans le basket, canalisant sa rage vers quelque chose de productif. Ils ne parlaient pas beaucoup de leur mère. Quand ils le faisaient, c'était avec un mélange étrange de colère et d'indifférence. Elle était devenue un fantôme dans leur vie. Quant à moi, je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis senti vide. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai protégé mes enfants, je me suis affirmé, j'ai refusé d'être méprisé. Mais le mariage que je croyais avoir, la vie que je pensais avoir construite, avait été un mensonge. Et cette réalisation me hanta plus que l'adultère lui-même. Depuis combien de temps était-elle malheureuse? Depuis combien de temps planifiait-elle cela? M'avait-elle jamais vraiment aimé, ou avais-je simplement été pratique, un pourvoyeur, un filet de sécurité,
quelqu'un avec qui bâtir une vie pendant qu'elle attendait mieux. Je ne le saurais jamais, et j'arrêtai de me le demander. 6 mois après que le divorce fut prononcé, elle m'appela. Je faillis ne pas répondre, mais quelque chose me fit décrocher. Sa voix était petite, brisée. Je voulais juste dire que je suis désolé, murmura-t-elle. Pour tout. Je ne répondis pas tout de suite. Puis, calmement, je répondis, je sais. Mais tu crois que, hésita-t-elle. Tu crois que les enfants me pardonneront un jour, demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Cela dépend d'eux. Elle se mit à pleurer. J'ai tout détruit, sanglota-t-elle. Oui, dis-je simplement. Mais tu as tout détruit. Elle raccrocha. Je restai assis là, dans mon salon, à fixer le téléphone, pensant aux 20 années que nous avions passées ensemble. Les bons moments, les mauvais, l'instant où tout s'était effondré. Je ne regrettais pas ce que j'avais fait. Mais je ne m'en sentais pas bien non plus. Je me sentais juste, terminé. Les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, si je pense avoir été trop dur, si j'aurais dû lui donner une seconde chance. La réponse est non. Elle n'a pas trompé une fois, dans un moment de faiblesse. Elle a planifié. Elle a menti. Elle a fait ses valises, embrassé nos enfants au revoir et est partie passer un week-end avec un autre homme. Et quand je l'ai prise sur le fait, elle n'a pas avoué. Elle a nié. Elle a tenté de me faire douter de ma santé mentale. Elle n'a admis la vérité que lorsque je lui ai montré la vidéo. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Alors non, je ne me sens pas mal. J'ai protégé mes enfants. Je me suis protégé. Et je me suis assuré qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Elle a tout perdu parce qu'elle a tout misé, et a tout perdu. Je ne suis pas le méchant de cette histoire. Je suis juste l'homme qui a refusé d'être un dindon de la farce. Je ne sais pas si je pourrais refaire confiance à quelqu'un un jour. Peut-être pas. Peut-être que cela a brisé quelque chose en moi qui ne peut être réparé. Mais une chose, je le sais, je ne permettrai plus jamais à quiconque de me manquer de respect de cette manière. Et vous ne devriez pas non plus. Si quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Ne cherchez pas d'excuses. Ne rationalisez pas. Ne vous persuadez pas que les choses vont s'arranger. Parce qu'elles ne s'arrangeront pas. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Et certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. Je l'ai appris à la dure, mais je l'ai appris. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, mes chers amis, la morale de l'histoire est la suivante, si vous voulez tout perdre, votre famille, votre maison, votre confort et votre dignité, suivez le guide. Il suffit d'un week-end entre amis et d'un baiser filmé en 4K. Un grand merci à l'infidélité, le meilleur moyen de transformer une reine du foyer en employée à temps partiel. Et n'oubliez pas, l'amour peut être aveugle, mais les caméras de smartphone, elles, ont une vision 20/20. À méditer.